Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un épisode explosif de Demain nous appartient, diffusé ce 2 juillet 2025 sur TF1. François Lehaut est acculé, un retournement de situation remet toute l'enquête en question et soulève de terribles soupçons. Et ce n'est pas tout, Swazik est enfin libéré, Nina découvre son demi-frère Ryan, Judith et Jordan forment une équipe sous les yeux amers de Violette, tandis que Karim et Lou ravivent une ancienne complicité. Entre révélations, tensions familiales et retours inattendus, cet épisode 1978 est un véritable tourbillon d'émotions. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez du rôle de François dans cette affaire. Abonnez-vous, likez la vidéo et activez la cloche pour ne rien rater des prochains épisodes. François Lehaut a toujours incarné une figure rassurante dans la communauté sétoise. Professeur apprécié, père attentionné, compagnon discret, il était jusqu'à peu l'image même de l'intégrité. Pourtant, l'épisode 1978 de Demain nous appartient, diffusé le 2 juillet 2025, révèle un visage bien plus trouble de cet homme, désormais au centre d'un drame qui pourrait bien faire éclater sa vie en 1000 morceaux. En quelques scènes haletantes, tout bascule, un secret enfoui depuis des années ressurgit, et c'est son propre fils, Adam, qui commence à douter de lui. Au cœur de l'intrigue, la mort mystérieuse de Martial. Jusqu'alors considérée comme un événement isolé, cette disparition tragique prend soudain une tournure bien plus personnelle. En effet, grâce au talent d'enquêtrice numérique de Roxane, un élément technique vient bousculer les certitudes. Le téléphone de François a borné à proximité du domicile de Martial le soir même où ce dernier a perdu la vie. Une donnée capitale car François avait nié s'être rendu dans ce secteur. Il avait un alibi, du moins le croyait-on. Ce détail apparemment anodin devient la pierre angulaire de toute l'affaire. Pourquoi François aurait-il menti à ce sujet? S'agissait-il d'un oubli volontaire, d'une simple coïncidence ou d'un mensonge plus grave, destiné à dissimuler une vérité accablante? Pour Adam, la révélation est un choc. Depuis le début, il s'est battu bec et ongle pour défendre son père, persuadé de sa bonne foi. Mais face à ces nouvelles preuves, il est contraint de se poser la question qui le hante. Et si François n'était pas l'homme qu'il croyait? Les signes étaient pourtant là, tapis dans l'ombre du quotidien. François, habituellement maître de ses émotions, a montré des signes de nervosité inhabituels ces derniers temps. Son regard fuyant, ses silences prolongés, ses réponses vagues, tout laisse penser qu'il cache quelque chose. Ce n'est plus simplement une affaire de justice, c'est un combat intime, une trahison familiale. Pour Adam, c'est comme si les fondations de son univers s'écroulaient sous ses pieds. À ce stade de l'histoire, les soupçons s'intensifient, mais les motivations de François demeurent floues. Quel lien entretenait-il vraiment avec Martial ? Était-ce une amitié brisée, un conflit ancien jamais digéré, ou peut-être un secret encore plus lourd, remontant à des années passées et que seul Martial aurait pu révéler? Les hypothèses vont bon train et chaque spectateur se transforme en enquêteur, tentant de reconstituer les morceaux du puzzle. Roxane, en découvrant cette information capitale, ne peut cacher son trouble. Elle connaît François depuis longtemps et peine à croire à sa culpabilité. Pourtant, les faits sont là et ils ne mentent pas. Elle choisit, avec une conscience professionnelle irréprochable, de transmettre les données puis à la police. Cette décision pourrait bien faire éclater la vérité, mais aussi déchirer une famille déjà fragilisée par les non-dits. Le contraste entre l'apparence de François et la réalité qui se dessine crée un suspense presque insoutenable. C'est précisément là que Demain nous appartient excelle, dans sa capacité à brouiller les pistes, à confronter les personnages à leurs contradictions les plus profondes. François est-il un meurtrier, un homme pris au piège d'une vieille dette, ou simplement un père désespéré cherchant à protéger ceux qu'il aime, quitte à mentir? Dans une scène particulièrement intense, Adam confronte son père. Le dialogue est tendu, les regards fuyants, les silences lourds. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» demande-t-il, la voix brisée par l'incompréhension. François ne répond pas. Il se contente de baisser les yeux, comme écrasé par le poids d'un passé qu'il n'arrive plus à fuir. Ce silence est peut-être plus révélateur que 1000 mots. Il signe l'échec d'un lien de confiance que rien ne semblait pouvoir altérer. Mais dans l'univers de Demain nous appartient. Rien n'est jamais tout blanc ou tout noir. Chaque personnage porte en lui des zones grises. Et c'est précisément ce qui rend cette série si addictive. François pourrait être coupable, mais peut-être aussi victime. Victime de ses erreurs passées, d'un enchaînement d'événements tragiques ou d'une manipulation encore plus grande orchestrée dans l'ombre par un ennemi tapi dans l'ombre. Et si quelqu'un cherchait à le faire tomber à tout prix? À mesure que l'enquête progresse, la tension monte et l'on comprend que la vérité risque d'être plus complexe, plus dérangeante encore que ce que l'on pouvait imaginer. Une chose est certaine, François est désormais au pied du mur. Et il va devoir faire un choix, continuer à mentir et risquer de perdre son fils pour toujours, ou dire enfin la vérité, au risque de tout détruire.
Alors que l'étau se resserre dangereusement autour de François, un autre personnage connaît un véritable tournant dans cet épisode haletant de Demain nous appartient. Soisic Lehaut. Médecin compétente et femme de caractère, Soisic a été plongée malgré elle au cœur d'une tourmente judiciaire qu'elle n'avait pas vue venir. Longtemps suspectée dans l'affaire de la mort de Martial, elle voit enfin sa garde à vue levée. Une libération qui ne met pas pour autant fin au tourment. Le soulagement de Soisic est palpable mais teinté d'une certaine amertume. Être accusée d'un crime, même sans preuve directe, laisse des traces profondes. Durant les longues heures d'interrogatoire, elle a dû revivre des souvenirs douloureux, répondre à des questions insidieuses et justifier chaque détail de sa vie privée. Ce calvaire judiciaire l'a forcée à se replonger dans son passé trouble avec Martial, cet homme qu'elle avait autrefois côtoyé de près, avant que leurs chemins ne se séparent dans la colère. Pour les policiers, plusieurs éléments semblaient l'incriminer. Un message agressif retrouvé sur le téléphone de Martial, une dispute publique quelques jours avant sa mort, et surtout, le fait que Soisic se soit montrée étrangement nerveuse à l'annonce de son décès. Mais aucune preuve concrète ne permettait de l'accuser formellement. L'alibi de Soisic pour la nuit du drame a fini par être confirmé, et aucune trace ADN ne l'impliquait. Finalement, face à l'absence de charges suffisantes, les enquêteurs ont dû lâcher prise. Soisic quitte le commissariat libre, mais pas victorieuse. Car dans les rues de Sète, les rumeurs vont vite, et les regards accusateurs pèsent lourd. Même blanchie par la justice, elle reste entachée dans l'opinion publique. Certains murmurent encore qu'elle aurait pu maquiller son implication. D'autres l'imaginent, complice silencieuse d'un tiers. Mais Soisic n'a pas le luxe de se défendre face à tous. Elle doit désormais reprendre sa vie là où elle l'avait laissée, tout en faisant face à la tempête familiale qui l'attend. Car au cœur de ce tumulte, il y a Adam, son fils. Déjà secoué par les soupçons qui planent désormais sur son père François, il peine à retrouver ses repères. Soisic tente de lui tendre la main, mais la relation mère-fils est fragilisée depuis longtemps. Et cette affaire n'a fait qu'aggraver les tensions. Lorsqu'ils se retrouvent, leurs échanges sont électriques, mêlés d'inquiétude, de colère et de non-dits. Adam veut comprendre, il exige des réponses. Mais Soisic, encore marquée par l'épreuve, reste prudente. Elle sent que la vérité dépasse ce qu'on lui a montré jusque-là. C'est dans une conversation bouleversante avec Victoire, sa collègue et confidente, que Soisic laisse entrevoir une autre facette de l'affaire. Elle parle à demi-mot d'un secret que François aurait toujours gardé pour lui. Un événement du passé lié à Martial, à leur trio d'autrefois, à une époque où la passion et la trahison se mêlaient dangereusement. Elle n'en dit pas plus, mais son regard trahit une peur réelle. Comme si elle savait que la vérité, si elle éclatait, pourrait tout emporter sur son passage. Victoire, fidèle à son instinct et soucieuse de protéger ceux qu'elle aime, comprend que Soisic ne lui a pas tout dit. Mais elle n'insiste pas. Elle sait qu'il faut parfois du temps pour faire tomber les murs du silence. Pourtant, une question reste suspendue dans l'air. Si Soisic n'a rien à se reprocher, pourquoi semble-t-elle si inquiète? Et que cache-t-elle vraiment à propos de François? La dynamique de l'épisode change alors subtilement. Désormais, la figure du coupable désigné se déplace. Ce n'est plus Soisic qui occupe le devant de la scène judiciaire, mais François. Et dans ce glissement, la série nous rappelle combien la vérité est fragile, malléable et souvent dissimulée derrière des apparences trompeuses. Mais la levée de garde à vue de Soisic ne signe pas la fin de l'histoire. Elle devient désormais une potentielle détentrice de clés essentielles à la compréhension du drame. Va-t-elle choisir de protéger François par loyauté ou culpabilité? Ou décidera-t-elle de tout révéler, quitte à briser définitivement leur lien et à faire éclater un scandale plus ancien? Le personnage de Soisic, souvent présenté comme une femme froide et distante, gagne ici en complexité. On découvre une femme blessée, sur le fil, partagée entre vérité et instinct de protection. Elle sait que le moment de parler viendra, mais elle attend encore, par stratégie ou par peur, car elle sent que derrière la mort de Martial se cache peut-être bien plus qu'un simple crime passionnel. L'épisode 1978 prend alors une dimension plus psychologique. Ce n'est plus seulement une enquête policière. C'est un drame humain, une succession de choix lourds de conséquences. Et Soisic, en retrouvant sa liberté, ne retrouve pas pour autant la paix. Au contraire, elle devient un maillon central dans une histoire dont on ignore encore l'ampleur. Au milieu des secrets étouffants, des interrogatoires sous tension et des accusations qui pleuvent comme une pluie d'été sur Sète, Demain nous appartient, nous offre un instant de grâce, une respiration pleine de douceur et de promesses. La rencontre tant attendue entre Nina et Ryan, une scène simple, presque anodine dans le chaos ambiant, mais d'une intensité émotionnelle rare. Car ce que les deux adolescents découvrent ce jour-là dépasse de loin tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Ils partagent le même sang. Tout commence par une conversation initiée par Karim, le père de Nina. Depuis quelque temps, il sait que le moment est venu de parler à sa fille. Elle a l'âge de comprendre,
de poser les bonnes questions et surtout de recevoir des vérités longtemps restées dans l'ombre. L'existence de Ryan, fils biologique de Karim et d'une ancienne compagne, n'a jamais été révélée à Nina. Ce secret de famille, gardé sous silence pour la préserver, refait désormais surface avec urgence. La révélation est délicate. Nina, d'abord surprise, cherche dans les yeux de son père des explications plus qu'une confirmation. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Pourquoi lui avoir caché l'existence d'un frère, même s'il est né d'une autre histoire? Les mots de Karim sont choisis, prudents, remplis d'une tendresse maladroite. Il parle d'une époque douloureuse, d'un choix fait à contre-cœur, d'une impossibilité de réunir les morceaux épars de sa vie passée. Nina écoute. Elle accuse le coup, mais ne rompt pas. Puis vient la rencontre, organisée sans trop de formalisme, presque au détour d'un café improvisé sur le port. Elle marque le début d'un nouveau chapitre pour ces deux jeunes que tout oppose, sauf une chose essentielle, le lien du sang. Lorsqu'ils se voient pour la première fois, aucun mot n'est nécessaire. Un regard suffit, celui de la reconnaissance, celui d'une familiarité troublante. Nina et Ryan se découvrent comme deux pièces d'un même puzzle longtemps séparées. Le contraste entre eux est frappant. Nina, lumineuse, sensible, posée. Ryan, plus fermé, blessé par une adolescence tourmentée, méfiant à l'excès. Mais c'est justement cette opposition qui crée l'étincelle. Immédiatement, une alchimie particulière s'installe. Ils se jaugent, se cherchent, mais sans agressivité. Loin des rivalités habituelles entre demi-frères et sœurs, il y a entre eux une curiosité sincère, une envie de se comprendre, d'explorer ensemble ce lien inédit. La scène est filmée avec justesse. Les dialogues sont sobres, les silences éloquents. Nina ose « Alors, toi aussi tu aimes le chocolat chaud sans chantilly ?» Ryan sourit pour la première fois. C'est peu, mais c'est beaucoup. Ce sont ces petits détails qui, dans Demain nous appartient, construisent les plus belles histoires. Mais derrière la douceur de la rencontre plane une ombre, celle du passé de Ryan. Ce jeune homme au tempérament rebelle a connu des jours sombres. Placements en foyer, fugues, fréquentations douteuses, son dossier est long. Et même si aujourd'hui il tente de reconstruire sa vie à 7, les cicatrices sont toujours là. Karim le sait, il sait que rapprocher Nina de Ryan est un pari risqué. Mais il croit, contre vents et marées, à la force de la famille. Il croit que ce lien peut sauver Ryan de ses vieux démons et offrir à Nina une présence fraternelle qui lui a tant manqué. Ce nouvel équilibre ne se fera pas sans tension. Déjà, certains proches s'inquiètent. Victoire, très protectrice envers Nina, se demande si cette nouvelle fratrie ne va pas perturber la jeune fille. D'autres, au contraire, encouragent cette initiative. Comme George, qui voit en Ryan un adolescent en quête d'ancrage affectif et en Nina une chance inespérée de le canaliser. Le débat est ouvert et chacun projette sur ce duo naissant ses espoirs et ses craintes. Pour Nina, cette rencontre est un bouleversement. Depuis toujours, elle s'est sentie seule, même dans l'amour paternel. Découvrir qu'elle a un frère, c'est comme ouvrir une porte sur une autre version d'elle-même, une histoire parallèle qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Elle ne sait pas encore où cela l'amènera. Mais une chose est sûre, elle veut apprendre à connaître Ryan, le comprendre, lui tendre la main. Ryan, lui, reste sur la réserve. Il ne veut pas s'attacher trop vite, il a été déçu trop souvent. Mais il sent, malgré lui, que quelque chose a changé. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un lui parle sans jugement, avec douceur. Cette petite sœur qu'il n'attendait pas pourrait bien devenir sa boussole. L'épisode 1978, tout en mettant l'accent sur les drames et les secrets d'adultes, nous rappelle que l'espoir réside souvent dans la jeunesse. Nina et Ryan sont les symboles de cette génération capable de reconstruire ce que leurs aînés ont brisé. Leur lien, encore fragile, a le pouvoir d'apporter de la lumière dans une saison particulièrement sombre. À 7, même les lieux les plus ensoleillés peuvent devenir le théâtre de tensions inattendues. C'est le cas de la Paillote, habituellement symbole d'été, de jeunesse et de légèreté. Mais dans l'épisode 1978 de Demain nous appartient, ce décor balnéaire devient le point d'ébullition d'un triangle émotionnel de plus en plus tendu entre Judith, Jordan et Violette. Derrière les sourires professionnels et les commandes de cocktails se cache une guerre silencieuse et des cœurs sur le point d'éclater. Tout commence par une simple organisation d'équipe. Judith, récemment revenue à 7, cherche à se rendre utile pendant les vacances. Elle accepte de travailler à la Paillote, non seulement pour se changer les idées après une année mouvementée, mais aussi pour se rapprocher de son entourage. Jordan, lui, y travaille déjà. C'est un garçon volontaire, fiable, apprécié de tous. Ensemble, ils forment très vite un duo efficace. Trop efficace aux yeux de certains. Car Violette, de nature plus introvertie, observe ce rapprochement avec inquiétude. Elle n'est pas seulement amie avec Jordan. Elle nourrit pour lui des sentiments profonds qu'elle n'a jamais vraiment osé exprimer. Jusqu'ici, leur complicité naturelle lui suffisait. Mais voir Jordan et Judith rire, se taquiner, partager des tâches avec une fluidité troublante, tout cela réveille en elle une jalousie difficile à dissimuler. La tension monte peu à peu,
Insidieusement, Violette se referme, évite la paillote, trouve des excuses pour ne pas s'y attarder. Lorsqu'elle croise Jordan, elle se montre distante, voire un brin agressive. Lui, surpris, tente de comprendre. Il ne voit dans sa collaboration avec Judith qu'un travail d'équipe bien mené, sans sous-entendu. Mais il ignore l'impact que cela a sur Violette, qui vit chaque sourire échangé comme une trahison silencieuse. Judith, quant à elle, sent rapidement que quelque chose cloche. Fine observatrice, elle perçoit le malaise de Violette. Mais elle hésite à en parler, d'autant qu'elle-même est un peu troublée par Jordan. Il y a entre eux une alchimie indéniable, un respect mutuel et une légèreté qui font du bien. Pourtant, Judith ne veut blesser personne. Elle sait que Violette tient à Jordan même si elle ne mesure pas l'ampleur des sentiments en jeu. Dans une scène forte, Violette craque. Elle confie à Lizzie, en larmes, combien elle se sent exclue, invisible, dévalorisée. Elle parle de Judith comme d'une tornade parfaite qui prend toute la place, sans même s'en rendre compte. Lizzie tente de la rassurer, lui rappelant que Jordan n'est pas insensible à elle et que parfois les apparences de sont trompeuses. Mais Violette doute. Elle doute de Jordan, de Judith et surtout d'elle-même. La paillote, décor idyllique, devient alors le miroir de cette crise intime. Les gestes deviennent mécaniques, les échanges tendus. Judith et Jordan, malgré leur efficacité, sentent que l'ambiance change. Les clients ne voient rien. Mais entre eux, les regards en disent long, et le silence de Violette pèse comme un orage au-dessus de leur tête. Jordan finit par confronter Violette. Il veut comprendre ce qui se passe. Mais la conversation tourne court. Violette, blessée, lui lance « Pourquoi tu ne travailles pas avec Lizzie ou un autre? Pourquoi c'est toujours Judith ?» Jordan est pris de court, il tente de désamorcer, de minimiser, mais c'est trop tard. La douleur est là, exposée, nue. Ce triangle amoureux, encore flou, devient l'un des fils narratifs les plus poignants de l'épisode. Car il ne s'agit pas seulement de sentiments romantiques, il s'agit d'amitié, de reconnaissance, de place dans un groupe. Violette a l'impression de perdre un équilibre qu'elle avait mis des mois à construire. Et Judith, malgré sa bonne foi, réalise qu'elle pourrait bien devenir involontairement le catalyseur d'une rupture. Ce que l'épisode souligne avec finesse, c'est la complexité des émotions adolescentes, souvent éclipsées dans les récits d'adultes. La jalousie, la peur de l'abandon, le sentiment d'être invisible, ce sont des douleurs profondes, viscérales, qui marquent durablement. Et à travers Violette, Demain nous appartient, donne une voix à celles et ceux qui vivent dans l'ombre des autres, qui aiment en silence, qui espèrent sans oser le dire. Il est encore trop tôt pour dire comment cette situation évoluera. Judith prendra-t-elle du recul pour ne pas heurter Violette ? Jordan ouvrira-t-il enfin les yeux sur les sentiments de cette dernière? Et surtout, Violette trouvera-t-elle la force de se faire entendre, de défendre sa place, de croire en sa propre valeur? Une chose est certaine, rien n'est figé à 7. Les relations évoluent, se brisent, se reconstruisent. Et parfois, un été suffit à tout faire basculer. Parmi les fils d'intrigue qui se tissent et se dénouent dans Demain nous appartient, certains réveillent en une nostalgie douce amère. C'est le cas du lien entre Karim et Lou, un duo qui fut autrefois l'un des piliers émotionnels de la série. Dans l'épisode 1978, les retrouvailles de ces deux anciens amants se déroulent dans une atmosphère chargée de souvenirs, de pudeur, mais aussi d'une évidence bouleversante. Leur complicité est toujours là, silencieuse, profonde, intacte. Cela commence par un hasard ou un prétexte à peine voilé lorsque Karim passe au cabinet où Lou officie. Un dossier à remettre, une question administrative. Rien de personnel en apparence, mais leurs regards se croisent et le temps suspend son vol. Ils ne se sont pas vus depuis plusieurs semaines, peut-être même plusieurs mois, et pourtant, en une fraction de seconde, les gestes, les mimiques, les silences retrouvent leur langue commune. Lou, élégante et toujours en contrôle, feint une certaine distance. Mais sa voix trahit une chaleur qu'elle tente de contenir. Karim, fidèle à lui-même, joue la carte du détachement, mais ses yeux brillent de cette lueur familière que seuls les vrais sentiments ravivent. Il parle de Nina, bien sûr, leur fille adorée, de son adolescence, de ses choix, de ses envies, et à travers elle, il parle d'eux sans se l'avouer. Ce moment est d'autant plus fort qu'il s'inscrit dans une période de bouleversement pour Karim. Le retour de Ryan dans sa vie, la révélation de ce demi-frère à Nina, les tensions familiales, tout cela l'ébranle même s'il refuse de le montrer. Et Lou, instinctivement, le perçoit. Elle voit au-delà de la carapace. Elle reconnaît les failles de cet homme qu'elle a aimé, qu'elle aime peut-être encore. C'est subtil, mais puissant. Leur échange débouche rapidement sur un déjeuner improvisé. Ils rient d'anecdotes anciennes, se remémorent des vacances, des maladresses, des instants suspendus. Cette légèreté retrouvée tranche avec l'ambiance lourde qui plane sur la série. Pour un instant, on assiste à une parenthèse hors du temps. Un moment de grâce, deux êtres qui se retrouvent sans artifice, sans tension, simplement dans le plaisir d'être là, ensemble. Mais Demain nous appartient ne se contente jamais de simples retrouvailles. Le passé ressurgit, toujours, et avec lui les blessures non cicatrisées.
Lou évoque, avec une certaine amertume, leur séparation, les disputes, les non-dits, le quotidien devenu trop pesant. Karim écoute, silencieux. Il ne se défend pas. Il sait, il reconnaît ses torts, sans les nommer. Ce silence-là est un pardon implicite. Plus tard, dans un moment de solitude, Karim confie à Georges qu'il ne sait plus où il en est. Lou, c'est compliqué, dit-il, les yeux perdus dans le vide. Il avoue que depuis qu'il l'a revu, un doute s'est insinué en lui. Et si c'était encore possible, et s'il avait encore une chance? Georges, pragmatique, lui rappelle que l'amour, ça ne suffit pas toujours. Mais au fond de lui, il sait que Karim était déjà en train de retomber sous le charme de Lou. Pour Lou, les choses ne sont pas plus simples. Elle aussi lutte contre les souvenirs, contre l'attirance persistante. Elle en parle à Marianne qui lui conseille de ne pas se précipiter. Le passé, c'est un miroir déformant, lui dit-elle. Mais Lou sent que quelque chose s'est rallumé. Pas une passion brûlante, non, plutôt une chaleur diffuse, rassurante. Celle qu'on ne trouve qu'auprès de quelqu'un qui vous connaît vraiment. Leur relation actuelle est donc faite de prudence, d'allusions, de sourires esquissés. Ils n'osent pas encore parler de futur, ni même de sentiments. Mais leur regard parle pour eux. Le spectateur, lui, comprend que rien n'est terminé, que quelque chose palpite encore sous la surface, que malgré les années, malgré les blessures, malgré les vies séparées, Karim et Lou pourraient très bien se retrouver. Non pas comme avant, mais autrement, plus mature, plus conscient, plus vrai. Et puis, il y a Nina, leur fille, témoin involontaire de ce rapprochement silencieux. Elle sent que quelque chose se passe. Elle le dit à Ryan, mi-rieuse, mi-sérieuse. « Papa et maman, ils sont bizarres ces temps-ci, comme s'ils jouaient à faire semblant. » Ryan hausse les épaules, mais sourit. Il sait que les adultes sont souvent plus compliqués que les enfants. Mais il espère, lui aussi. Parce que voir Nina heureuse, c'est tout ce qui compte. L'épisode 1978 tisse ainsi une trame émotionnelle à la fois douce et profonde autour de Karim et Lou. Un couple brisé, qui n'a peut-être jamais cessé de s'aimer, un duo qui pourrait renaître si le passé cesse enfin de les hanter. Et dans une série où tout est toujours en mouvement, où les équilibres sont précaires, cette promesse d'un amour retrouvé apporte une lumière bienvenue. L'épisode 1978 de Demain nous appartient se referme dans une atmosphère électrique presque étouffante. Les révélations s'accumulent, les regards deviennent méfiants, les certitudes vacillent. Et au centre de cette tempête, il y a François Lehaut, acculé, piégé par ses propres silences. Lui qui incarnait encore, quelques jours plus tôt, une figure d'autorité rassurante et droite, se retrouve aujourd'hui seul face à ses contradictions, face à son fils, et surtout face à un passé qui menace d'exploser au grand jour. Dans le salon familial, l'ambiance est glaciale. Adam, profondément bouleversé, tourne en rond, incapable de contenir les questions qui le hantent. Il a cru en son père toute sa vie. Il l'a défendu bec et ongle, y compris quand les premiers soupçons ont émergé. Mais les dernières découvertes de Roxane sont sans appel. Le téléphone de François a bel et bien borné près de chez Martial le soir du drame. Et malgré l'évidence, François continue de nier, ou pire, de se taire. Ce silence devient insupportable. Adam le confronte frontalement. « Tu étais là cette nuit-là? Pourquoi? Qu'est-ce que tu ne me dis pas ?» La voix tremble, les yeux se remplissent de larmes. François en face reste figé. Il tente d'ouvrir la bouche, de trouver les mots. Mais rien ne sort. Comme si, au fond, tout aveu serait un point de non-retour. Il sait que la vérité qu'il cache n'est pas simplement compromettante, elle est destructrice. Roxane, quant à elle, poursuit ses recherches, méthodiques, implacables. Son instinct lui souffle que tout ne colle pas. Pourquoi François aurait-il pris le risque de mentir sur sa position géographique s'il n'avait rien à se reprocher? Et surtout, pourquoi maintenir ce mensonge quand il devient évident qu'il ne tient plus debout? Elle commence à explorer d'autres pistes, à fouiller les anciennes relations de François avec Martial. Elle exhume de vieux dossiers, interroge d'anciens collègues. Ce qu'elle cherche, c'est un mobile. Ce qu'elle va peut-être trouver, c'est un scandale. Car au fil des heures, une théorie prend forme. Et si la mort de Martial n'était pas un accident, ni même un règlement de compte ordinaire, mais la conséquence directe d'un secret enfoui depuis des années, un secret que seul François et la victime connaissaient, un secret suffisamment grave pour que quelqu'un veuille le faire taire. Le scénario est glaçant mais plausible. De son côté, Soisic, désormais blanchi mais encore fragile, hésite. Elle sait des choses. Elle sent que François est en train de s'effondrer de l'intérieur. Elle devine, sans preuve tangible, que tout cela est lié à leur passé commun. À une époque trouble, à des choix qu'ils ont faits ou tuent pour se protéger. Mais si elle parle, elle risque de détruire ce qui reste de leur famille. Si elle se tait, elle devient complice d'un mensonge insoutenable. Le dilemme est cruel. Au commissariat, les enquêteurs s'agitent. De nouveaux éléments sont attendus. Un voisin aurait vu une silhouette rôder près de chez Martial le soir de sa mort. Un témoin silencieux jusque-là qui hésite encore à parler. Si son témoignage confirme la présence de François, ce dernier pourrait être placé en garde à vue.
Et cette fois, il ne suffira pas de se taire. Le suspense devient insoutenable. Chaque scène, chaque regard, chaque respiration est empreinte d'une tension sourde. Le spectateur, pris dans cette spirale, ne sait plus qui croire, ni même s'il veut connaître toute la vérité. Car dans Demain nous appartient, la vérité a un prix. Et il est souvent bien plus élevé qu'on ne l'imagine. Le dernier plan de l'épisode est d'une puissance émotionnelle rare. François, seul dans sa maison, regarde une vieille photo d'Adam enfant. Ses mains tremblent, une larme coule, silencieuse. Il sait que le moment est venu, qu'il ne pourra plus reculer, que ce passé qu'il a voulu enterrer va remonter, avec violence, avec douleur, et que cette fois, il ne pourra pas protéger son fils des conséquences. La caméra s'éloigne lentement, laissant François dans la pénombre. Le silence est assourdissant. Et puis du noir, générique. L'épisode 1978 s'achève comme un couperet, laissant le téléspectateur suspendu à l'issue d'un drame familial qui dépasse le cadre d'un simple fait divers. C'est toute la mécanique des secrets enfouis qui est mise à nu, toute la complexité des relations humaines, des amours contrariés, des paternités trahies. Et cette question qui reste en suspens, comme un poison, jusqu'où peut-on aller pour protéger ceux qu'on aime sans se perdre soi-même ? Cet épisode riche en émotions, en confrontations et en révélations marque un tournant décisif dans la série. Entre le retour d'un amour ancien, la découverte d'une fraternité inattendue et la chute lente mais irrésistible d'un homme accablé par le passé, Demain nous appartient nous rappelle une chose, à 7, rien n'est jamais simple. Et tout peut changer en un regard. Si vous avez aimé cette analyse complète, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des prochains rebondissements. Et vous, croyez-vous encore à l'innocence de François ? Dites-le nous en commentaire. À très bientôt pour le prochain épisode.